Voici quelques notions pour appréhender correctement la mise en place d'un examen échographique. Alors tout d'abord, l'échographie est un exercice physique. Il y a donc derrière un exercice physique une question de performance et une question de fatigue. Vous devez être conscient de votre corps quand vous faites une échographie, et particulièrement de vos yeux, de votre dos, de vos bras et de vos poignets. La pièce doit être fraîche, 20-21 degrés. Il convient que la lumière soit diffuse, latérale, constante. Il ne faut pas qu'il y ait de reflets dans l'écran. Et il faut que le niveau sonore soit bas. Il est donc important de s'installer en échographie avant de faire entrer une patiente. Vous devez être bien installé devant votre échographe, en regardant par exemple qu'il n'y a pas de reflet dans l'écran, avant d'installer une patiente. Il faut bien faire attention à son dos, à son épaule et à sa main. Il faut donc qu'il y ait une hauteur réglable de l'écran, du siège et ou de la table. Mais au moins 2 de ces 3 éléments-là doivent être réglables en hauteur. Il ne faut pas que les câbles soient emmêlés, parce qu'il est hors de question de soulever tous les câbles pour faire son échographie. Vous devez donc démêler les câbles en début d'examen. Les yeux de l'opérateur doivent être à la partie supérieure de l'image et l'abduction doit être minimum au niveau du bras. Il faut donc travailler comme ça plutôt que comme ça. Il faut minimiser le nombre d'allers-retours des yeux entre l'écran et le clavier. Les gauchers seront donc favorisés pour travailler sur leur clavier. Les droitiers seront favorisés pour positionner la sonde sur l'abdomen de la patiente. Alors quand on commence un examen échographique, il faut identifier les personnes présentes, qui s'est déplacé avec la patiente. Il faut demander d'enlever les piercings pour ne pas abîmer les sondes. On va consulter le dossier médical. On va regarder si la patiente appartient à une population à risque, quel que soit le risque, non-fermeture du tube neural, pré-éclampsie, que sais-je. À partir du moment où on identifie un risque, notre examen sera plus performant. On informe des buts et des limites de l'échographie. Personnellement, nous mettons une information à la fin du compte-rendu. Il ne doit pas être fait de vidéo lors de l'examen. Il vaut mieux l'éviter. Si vous passez à côté d'une malformation quelle qu'elle soit, le juge ou l'expert aura beau dire qu'il la voit sur la vidéo alors que vous ne l'avez pas vue. De plus, on peut avoir des questions morales, éthiques sur la question de la vidéo. S'agit-il d'un examen médical ou s'agit-il d'un examen de type, Euro Disney? Alors il faut commencer l'échographie par un temps silencieux. On va voir les différentes coupes à faire. Et donc on a un ordre prédéfini pour faire ces coupes. Donc il faut que l'examen soit complet. C'est un temps qui est plutôt silencieux. Et on peut être, et ça, ce temps silencieux peut être une épreuve pour les parents. Il faut savoir donc les rassurer et redemander le silence. On peut commenter quelques images, mais il faut faire très attention parce que si vous commentez vos images en même temps que vous les faites, si vous tombez sur une malformation, vous ne pourrez pas faire un examen complet, vous serez obligé d'arrêter votre examen. Donc si vous découvrez une malformation en cours d'examen, il vaut mieux que ce soit pendant un temps silencieux parce que ça permet de se ressaisir et de chercher d'autres anomalies associées. À la fin de l'examen, vous dites que le bébé est beau et il faut le montrer. Ça permet de restituer, de donner, de rendre à la patiente son sentiment maternel. Ensuite, s'il existe une malformation, il faut la décrire succinctement. Je vous conseille de ne pas la nommer, mais de la décrire. Laissez le diagnostic pour l'échographiste référent. Restez dans un cadre de dépistage et ne donnez pas de diagnostic. S'il existe un délai entre le dépistage et le diagnostic, 1 jour, 2 jours, 3 jours, cette période est délétère si vous avez donné un diagnostic. Il ne faut pas se laisser envahir par un discours sur la malformation. En effet, vous aurez travaillé votre échographie, vous avez bien travaillé, vous avez eu votre diplôme,
Et donc vous savez par exemple ce que c'est qu'un laparoschisis. Si vous allez partir dans un grand discours sur le laparoschisis, comme quoi c'est pas une malformation très grave, etc., etc., etc. Mais au fond, qu'est-ce que vous en savez? Vous n'êtes pas chirurgien pédiatre. Donc il vaut mieux que les malformations soient données par les experts, que les diagnostics et que les explications soient données par des experts. Donc dans le cadre d'un dépistage, ne partez pas sur un diagnostic et ne partez pas sur un discours sur la malformation. Dites que vous voyez des anses digestives dans le liquide émétique et vous vous limitez à ça. Vous vous dites que vous avez un doute sur cette question-là et vous vous limitez à ça. Les attentes des couples sont très différentes les unes des autres et donc personnellement, je demande l'autorisation d'arrêter l'examen et je demande au couple ce qu'ils souhaitent voir. Le compte-rendu comporte le nom, le prénom de la patiente, l'identification de l'opérateur, la date de début de grossesse, la date de l'examen, le terme de l'examen, le type d'appareil utilisé, la courbe de croissance et comporte une conclusion et idéalement, le compte-rendu est relu avec la patiente. Vous trouverez dans les annexes du livre le compte-rendu type qui a été établi par le CTE en 2005 et qui nous gouverne toujours. Alors, voyons quelques étapes de cette manipulation échographique. Donc la patiente est en décubitus dorsal, elle est peut-être légèrement en décubitus latéral gauche pour être confortable, demi-assise peut-être, et nous allons considérer que le fœtus est tête en bas, dos à gauche. Alors on commence l'échographie par la sonde en position suspubienne avec le manche vertical sur une coupe transversale. Et on va balayer de bas en haut avec un manche d'échographe de sonde qui reste verticale. Donc si ça c'est ma sonde d'échographie, eh bien voilà, là j'ai la tête de ma patiente, là j'ai les pieds et vous voyez que je vais faire ce geste-là. Et je ne fais pas ce geste-là avec la sonde, je fais ce geste-là de balayage d'une coupe transversale de haut en bas. Alors quand je suis en haut de l'utérus, c'est-à-dire à la partie supérieure, c'est-à-dire antérieure pour la patiente, je peux être amené à faire un petit geste comme ça de droite à gauche pour balayer la zone droite et la zone gauche de l'utérus. Alors regardez la différence entre un geste où je maintiens ma sonde verticale et un geste où je laisse ma sonde perpendiculaire à la paroi cutanée. Si je laisse constamment ma sonde perpendiculaire à la paroi cutanée, eh bien il y a deux zones que je ne vais pas voir dans l'utérus, le petit bassin et la zone supérieure de l'utérus. Si je garde ma sonde bien verticale tout le long de l'examen, eh bien tout le volume utérin sera exploré et je n'aurai pas de zone aveugle. Dans la zone aveugle, il peut se cacher un placenta prévia, un triplet dans les grossesses gémellaires et d'autres surprises. Croyez mon expérience. Alors au bout de ce balayage de bas en haut et de haut en bas, qu'on a effectué 2 ou 3 fois, on est capable de dire le nombre d'embryons, on est capable d'évaluer leur vitalité, on est capable de donner la quantité de liquide de façon subjective, on est capable de donner la position placentaire et on est capable de donner la position fœtale. Ces 5 points ne demandent pas d'avoir un magnifique diplôme en échographie. Ces 5 points, c'est la base. Et pourtant, c'est plus de la moitié de mon compte-rendu d'échographie. Parce que ce sont les éléments les plus importants. Si vous passez à côté d'une grossesse multiple, oh là là, si vous passez à côté d'un placenta recouvrant, aïe, 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 vous en mordrez les doigts, parce que c'est la santé de la mère et des enfants qui sont en jeu. Et donc même au fin fond d'un pays sous-développé, vous pouvez, en cas de placenta recouvrant ou en cas de grossesse multiple, envoyer la patiente dans un centre de référence. C'est fondamental. Donc notre fœtus est tête en bas, dos à gauche. Je commence par le périmètre crânien. Eh bien, vous savez que les fœtus, ils ont une tête qui est fléchie. Ils ne sont pas comme ça, ils ne sont pas non plus comme ça. Et donc, pour attraper le périmètre crânien, il va falloir que ma sonde ait un axe qui va suivre l'axe correct de la tête fœtale. Pour obtenir cette image-là, il faut que je me mette en suspubien de façon un petit peu oblique, nous allons le revoir. Pour le périmètre abdominal, eh bien, je vais être aux environs de l'ombilic maternel sur une coupe qui est transversale.
Voilà l'image. Pour le fémur, eh bien, j'ai une tête en bas, un abdomen ici. Le fémur va être ici. Ce n'est pas la peine de le chercher ailleurs. Voici l'image du fémur. Donc voici mes 3 coupes. Voici le pubis maternel. Voici tout l'utérus. J'ai fait PC. Vous voyez qu'il est légèrement oblique, un petit peu comme ça. PC, PA, fémur. Je sais que mon fœtus est tête en bas, doigt gauche, puisque j'ai fait mon balayage. Et une fois que j'ai fait mon balayage, PC, PA, fémur. Si je cherche mon fémur comme ça, c'est que j'ai rien compris. Si je cherche mon fémur ici, c'est que je n'ai rien compris. Si je cherche mon fémur ici, c'est que je n'ai rien compris. À partir du moment où vous avez localisé la position fétale, les mesures, les coupes des mesures sont directement, on passe directement de l'une à l'autre. Les coupes sont, j'allais dire, faciles. Voici tête en bas, doigt gauche. Une tête en bas, doigt droite, ce serait comme ça. Voilà. Le système nerveux central, eh bien, c'est l'analyse de la coupe du périmètre crânien qu'on complète par une coupe qui est un peu plus parallèle à l'os pubien et qui va nous permettre de voir la fosse postérieure. Donc j'avais mon périmètre crânien ici. Voilà la coupe qui passe par la fosse postérieure. Donc j'étais comme ça, je fais ça. Et voici les 2 coupes qui sont nécessaires pour analyser le système nerveux central. En dépistage, il n'y a pas lieu de faire d'autres coupes pour analyser le système nerveux central. On complétera par la moelle. La coupe sagittale permet donc de voir le profil fœtal. Et donc j'avais mon PC ici, périmètre abdominal fémur. Si je suis la patiente, la coupe du profil fœtal va être ici. Donc je mets ma sonde parallèle à la table d'examen. J'étais ici PC, PA, fémur. Et bien je me mets dans le flanc maternel, au-dessus de l'aile iliaque, et je vais enfoncer ma sonde un petit peu dans le flanc maternel pour aller rechercher le profil fœtal que voici. Le rachis, il va falloir mettre la sonde de l'autre côté, mais là encore le manche va être horizontal, c'est-à-dire parallèle au plancher. Et voici l'image du rachis. La face. Alors la face, c'est la coupe nez-bouche. Je vois le nez et je vois la bouche sur une coupe qui va passer comme ça. Qui va passer comme ça. Eh bien, le bord de la sonde qui est situé à la droite de la patiente ne bouge pas. C'est le bord de la sonde qui est situé à la gauche de la patiente qui se déplace vers l'épaule droite de la patiente pour un plan de coupe presque perpendiculaire à la coupe du périmètre crânien. Donc c'est assez simple en fait. Le discours est peut-être un peu compliqué, mais en fait le geste est très simple. Vous êtes sur votre périmètre crânien ici. Là, ça ne bouge pas, c'est le front. Et je déplace ma sonde ainsi. Ici, c'est le menton. Ici, c'est la bouche. Ici, c'est le bout de nez. Et ici, c'est le front. Donc ici, j'ai ma coupe du périmètre crânien. Ici, j'ai ma coupe nez-bouche. Et ma coupe nez-bouche, c'est le nez ici, la lèvre supérieure et la lèvre inférieure, avec ici le menton. Alors voici les 2 globes oculaires, qui est une coupe qui est perpendiculaire à la coupe du profil. Si je reviens un petit peu en arrière, excusez-moi. Si je reviens sur cette coupe ici du profil, la coupe des 2 globes oculaires sera tout simplement comme ça. Je suis dans le flanc, je vois le profil. Je mets mon globe oculaire au milieu de l'écran. Et je tourne de 90 degrés. Sans bouger ma sonde, elle fait simplement une rotation de 90 degrés pour voir les 2 globes oculaires. Le thorax, eh bien, c'est un passage de haut en bas. La sonde est posée sur la coupe du périmètre abdominal et puis on va passer sur le thorax. Pour voir les 4 cavités, il s'agit simplement d'incliner la sonde. On va incliner encore un peu plus pour le départ de l'aorte, puis l'artère pulmonaire. Pour la coupe des 3 vaisseaux, il va falloir monter dans le médiastin, c'est-à-dire descendre un petit peu la sonde vers le pubis maternel. Donc voici la coupe des 4 cavités, départ de l'aorte, départ de l'artère pulmonaire, coupe des 3 vaisseaux. Nous y reviendrons dans l'analyse du cœur. Voici à nouveau une autre coupe des 3 vaisseaux. Je passe sur ces coupes qui sont un peu plus compliquées. C'est des coupes qui permettent d'analyser les valves auriculo-ventriculaires et qui sont perpendiculaires à la coupe des 4 cavités. Vous pouvez vous entraîner et l'explication est dans le livre. L'appareil digestif et urinaire, donc il faut un balayage
au niveau de l'abdomen. Pour le rein postérieur, évidemment, on ne le verra que si on emmène la sonde dans le flanc gauche de la patiente, donc toujours pour un fœtus tête en bas, dos à gauche, puisque si on reste à la partie supérieure de l'abdomen, à la partie antérieure de l'abdomen, eh bien, le corps vertébral fait un cône d'ombre qui nous empêche de voir le rein postérieur, c'est-à-dire le rein gauche. Donc voici la coupe qui permet de bien voir le rein droit, qui est une coupe qui est parallèle à la coupe du périmètre abdominal. On voit bien le rein droit, le rein gauche n'est pas visible. Si je regarde, si je veux regarder le rein gauche, il faut que ma sonde qui était ici, il faut que je la transporte ici. J'avais ici la coupe du rachis que je vous ai montré tout à l'heure. Ici la coupe qui permet de voir les deux reins avec ce qu'on appelle la coupe en lunettes, puisque nous avons deux reins ici et le rachis avec les lames latérales ici qui fait une espèce de lunette. Voilà, pour les membres et pour le cordon, le balayage est un tout petit peu plus complexe, mais au fond, avec un peu d'entraînement, vous y arriverez assez facilement.